Chapitre 4. Journal de Jonathan Harker. Suite. Je me réveillai dans mon lit. Si vraiment je n'avais pas rêvé tout cela, alors sans doute le comte m'avait-il ramené ici. J'essayai de m'en assurer, mais je ne pus arriver à aucune certitude. Évidemment, je voyais autour de moi ce que je pouvais prendre pour des preuves. Par exemple, mes vêtements soigneusement pliés et posés sur une chaise contrairement à mes habitudes. En revanche, ma montre était arrêtée, alors que je ne manque jamais de la remonter avant de me coucher. Et d'autres détails encore. Mais non, tout cela ne prouvait rien, si ce n'est peut-être que j'avais été distrait la veille au soir, ou même, pour l'une ou l'autre cause, fort troublé. Il me fallait chercher des preuves véritables. D'une chose pourtant je me félicitais. Si le comte m'avait réellement ramené ici et déshabillé, il l'avait fait en toute hâte, car le contenu de mes poches était intact. Certes, eût-il trouvé ce journal, il n'y aurait rien compris, n'y aurait vu qu'une affaire fort déplaisante pour lui, et l'aurait pris pour le détruire aussitôt. En regardant autour de moi, dans cette chambre où pourtant j'avais connu tant d'angoisse, tant de frayeur, il me semblait que j'y étais maintenant à l'abri, car rien ne pouvait être plus épouvantable que ces femmes horribles qui attendaient, qui attendent, de sucer mon sang. 18 mai. J'ai voulu revoir cette chambre en plein jour, car je dois à tout prix connaître la vérité. Quand j'arrivai à la porte, au-dessus de l'escalier, je la trouvai fermée. On avait essayé de la remettre en place contre le montant. La boiserie était même abîmée. Je m'aperçus que le verrou n'était pas mis, mais que la porte était fermée de l'intérieur. Je crains donc de ne pas avoir rêvé, et dorénavant, il me faudra agir en partant de cette quasi-certitude. 19 mai. Assurément, je suis pris dans les filets du comte. Inutile d'espérer encore pouvoir m'en échapper. Hier soir, il m'a demandé de son ton le plus charmant d'écrire 3 lettres. L'une d'entre elles disant que j'avais presque terminé mon travail ici et que je repartirais dans quelques jours. L'autre que je repartais le lendemain même. La troisième, enfin, que j'avais quitté le château et que j'étais arrivée à Bistritz. J'eus fort envie de me révolter contre une telle contrainte. Mais d'autre part, je sentais qu'il eût été fou de discuter la volonté du comte puisque j'étais absolument en son pouvoir, et refuser de lui obéir c'eût été sans doute faire naître en lui des soupçons et le mettre en colère. Déjà, il sait que j'en sais trop et que si je vis, je peux être dangereux pour lui. Ma seule chance, s'il existe encore une chance, consiste à essayer de prolonger la situation actuelle. Peut-être une occasion ou l'autre se présentera-t-elle qui me permettra malgré tout de m'évader. Je vis ses yeux se remplir de cette fureur qui y brillait quand, d'un geste brusque, il avait repoussé cette belle et étrange créature. Et il m'expliqua que les services des postes étaient fort irréguliers et que mes lettres rassuraient mes amis. Puis, il me dit que, pour ce qui était de la dernière lettre, il la ferait garder à Bistritz jusqu'à la date où je devrais réellement partir, à supposer que mon séjour se prolongeât. Il me dit avec une telle conviction que m'opposer à lui sur ce point n'eût fait que provoquer de nouveaux soupçons. Je feignis donc de l'approuver, et je lui demandai quelle date je devais inscrire sur mes lettres. Ayant réfléchi un moment, il me répondit « Datez la première du 12 juin, la deuxième du 19 et la troisième du 29. Je sais maintenant le temps qu'il me reste à vivre. Dieu me protège. » 28 mai. Peut-être trouverai-je le moyen de m'échapper, ou au moins d'envoyer des nouvelles chez moi. Des tziganes sont venus au château. Ils campent dans la cour. Je vais écrire quelques lettres, puis j'essaierai de les leur donner afin qu'ils les mettent à la poste. Je leur ai déjà parlé de ma fenêtre. Nous avons fait connaissance. Ils se sont découverts en s'inclinant profondément et m'ont fait toutes sortes d'autres signes que je ne comprends pas plus, je l'avoue, que ce qu'ils disent. Ces lettres sont prêtes. Celle pour Mina est sténographiée. Et quant à M. Hawkins, je lui demande simplement de se mettre en rapport avec Mina.
Je l'ai mise au courant de ma situation, sans toutefois lui parler des horreurs que, somme toute, je ne fais encore que soupçonner. Elle mourrait de peur si je lui dévoilais toutes mes craintes. Ainsi, si même les lettres n'arrivent pas à destination, le comte ne pourra pas se douter à quel point j'ai pénétré ses intentions. J'ai donné les lettres, je les ai jetées, accompagnées d'une pièce d'or d'entre les barreaux de ma fenêtre et, par signe, j'ai fait comprendre aux tziganes que je leur demandais de les mettre à la poste. Celui qui les a prises les a pressées contre son cœur en s'inclinant plus encore que de coutume, puis les a placées sous son chapeau. Qu'aurais-je pu faire d'autre? Je n'avais plus qu'à attendre. J'allai dans la bibliothèque où je me mis à lire. Puis, comme le comte ne venait pas, j'ai écrit ces lignes. Pourtant, je ne suis pas restée longtemps seule. Le comte est venu s'installer près de moi et m'a dit d'une voix très douce, cependant qu'il ouvrait deux lettres. « Les tziganes m'ont remis ces plis. Bien que j'ignore d'où ils viennent, j'en prendrai soin, naturellement. Voyez, il avait donc dû les examiner. Celui-ci est de vous, adressé à mon ami Peter Hawkins. L'autre, en ouvrant la seconde enveloppe, il considéra les caractères insolites, et il prit son air le plus sombre, et ses yeux brillèrent d'indignation et de méchanceté à la fois. L'autre représente à mes yeux une chose odieuse. Il trahit une amitié hospitalière. Et, de plus, il n'est pas signé. Donc, au fond, il ne peut pas nous intéresser. Avec le plus grand calme, il approcha de la lampe la feuille et l'enveloppe, les présentant à la flamme jusqu'à ce qu'elles fussent entièrement brûlées. Il reprit alors. La lettre à Hawkins, celle-là, bien entendu, je l'enverrai, puisque c'est vous qui l'avez écrite. Vos lettres sont pour moi choses sacrées. Vous voudrez bien, n'est-ce pas, mon ami, me pardonner de l'avoir ouverte. J'ignorais de qui elle était. Vous allez la remettre sous enveloppe, j'espère. Et, s'inclinant courtoisement, il me tendit la lettre avec une nouvelle enveloppe. Je ne pouvais, en effet, que rédiger à nouveau l'adresse et lui remettre le tout sans faire la moindre remarque. Lorsqu'il me quitta, dès qu'il eut refermé la porte, j'entendis la clé tourner doucement dans la serrure. Je laissai passer quelques instants, puis j'allai essayer d'ouvrir la porte. Elle était fermée à clé. Quand, 1 ou 2 heures plus tard, le comte, toujours très calme, rentra dans la bibliothèque, je me réveillai en sursaut, car je m'étais endormie sur le sofa. Le constatant, il me dit sur un ton très poli et enjoué à la fois. « Vous êtes fatigué, mon ami, mais allez donc vous mettre au lit. C'est là que l'on se repose le mieux. D'ailleurs, je n'aurai pas le plaisir de faire la conversation avec vous ce soir, car j'ai beaucoup de travail. Mais allez dormir, je vous prie. » Je passai dans ma chambre, me couchai, et aussi étrange que cela puisse paraître, je dormis paisiblement sans rêver, le désespoir portant lui son propre calmant. 31 mai. Ma première pensée ce matin en m'éveillant fut d'aller prendre quelques feuilles de papier et des enveloppes dans mon sac de voyage, de les mettre en poche, afin de pouvoir écrire si j'en avais l'occasion à un moment quelconque de la journée. Mais, nouvelle surprise, nouveau choc. Tous mes papiers avaient disparu, du plus insignifiant jusqu'à ceux qui m'étaient nécessaires et indispensables pour mon voyage, une fois que j'aurais quitté le château. Je réfléchis un moment, puis je songeai à aller ouvrir ma valise et la garde-robe où j'avais rangé mes vêtements. Le costume que je portais pour voyager n'était plus là, ni mon pardessus, ni ma couverture de voyage. J'eus beau chercher, je ne l'ai trouvé nulle part. Quelle machination tout ceci cache-t-il encore? 17 juin. Ce matin, alors que j'étais assis sur le bord de mon lit à me mettre martel en tête, j'entendis claquer des fouets au dehors et résonner des sabots de chevaux sur le sentier rocailleux qui mène à la cour du château.
Le cœur battant de joie, je me précipitai à la fenêtre et je vis 2 grandes charrettes qui entraient dans la cour, l'une et l'autre tirées par 8 chevaux robustes et menées par un Slovaque en costume national, sans oublier la peau de mouton, et pourtant la longue hache. Faisant aussitôt demi-tour, je courus vers la porte dans l'intention de descendre et de tenter de les rejoindre près de l'entrée principale, car, me disais-je, on avait dû leur ouvrir de ce côté. Et de nouveau un choc. De l'extérieur, on avait fermé ma porte à clé. Je retournai à la fenêtre et criai. Tous levèrent la tête et regardèrent, stupéfaits et me montrant du doigt. Mais à ce moment arriva le chef des tziganes. Voyant que l'attention générale se portait sur ma fenêtre, il lança je ne sais quel mot qui les fit tous éclater de rire. Dès lors, tout effort de ma part fut vain, et tout appel à la pitié. Personne ne leva même plus les yeux vers moi. Les charrettes amenaient des grandes caisses carrées dont les poignées étaient faites de cordes épaisses. À voir la facilité avec laquelle les Slovaques les maniaient, et à entendre le bruit qu'elles faisaient quand ils les laissaient tomber sur le pavé, on devinait qu'elles étaient vides. Lorsque toutes furent mises en tas dans un coin de la cour, les tziganes donnèrent aux Slovaques quelque argent, et ceux-ci, après avoir craché sur les pièces afin de s'attirer la chance, retournèrent d'un pas lent près de leurs chevaux. À mesure qu'ils s'éloignaient, j'entendais de plus en plus faiblement les claquements de leurs fouets. 24 juin, un peu avant l'aube. Le comte m'a quitté assez tôt hier soir et s'est enfermé dans sa chambre. Dès qu'il m'a paru possible de le faire sans courir trop de risques, j'ai gravi en toute hâte l'escalier en colimaçon, dans l'intention de guetter le comte par la fenêtre qui donne au sud. Je suis en effet certain qu'il se passe quelque chose. Les tziganes campent je ne sais où à l'intérieur du château et sont occupés à quelque travail. Je le sais, car de temps à autre j'entends un bruit lointain, étouffé, comme le bruit d'une pioche, d'une brèche peut-être, et quoi que ce soit, il s'agit évidemment d'une affaire criminelle. J'étais à la fenêtre depuis près d'une demi-heure, quand je vis comme une ombre d'abord remuer à la fenêtre du comte, puis commencer à sortir. C'était le comte lui-même qui, bientôt, se trouva complètement au dehors. Une fois de plus, ma surprise fut grande. Il était vêtu du costume que je portais pendant mon voyage, et il avait jeté sur ses épaules l'horrible sac que j'avais vu disparaître en même temps que les 3 jeunes femmes. Je ne pouvais plus avoir de doute quant au but de sa nouvelle expédition et, de plus, pour ce faire, il avait voulu plus ou moins prendre mon apparence. C'était encore un tour de son extrême malice. Il s'arrangeait de telle sorte que les gens croient me reconnaître. Ainsi, il pourrait prouver que l'on m'avait vu mettre mes lettres à la poste en ville, ou dans un ou l'autre des villages environnants. Et toute vilainie dont il se rendrait désormais coupable me serait de fait attribuée par les habitants de l'endroit. J'enrage à la pensée que toutes ces manigances continuent alors que je suis enfermé ici, véritable prisonnier, sans même la protection que la loi accorde aux vrais criminels. Je décidai alors d'attendre le retour du comte, et je restai longtemps à la fenêtre. Pour rien au monde je n'aurais voulu m'en éloigner. À un moment donné, je remarquai des petites taches bizarres qui dansaient sur les rayons du clair de lune. On eût dit de minuscules grains de poussière qui tourbillonnaient et se rassemblaient parfois en une sorte de nuage. Tandis que mon regard s'attachait sur eux, j'éprouvais comme un apaisement. Je m'appuyai contre l'embrasure de la fenêtre, cherchant une position plus confortable pour mieux jouir de ce spectacle. Quelque chose me fit sursauter. Des hurlements sourds et plaintifs de chiens, montant de la vallée que je ne distinguais plus. Peu à peu, je les entendis plus clairement, et il me sembla que les grains de poussière prenaient de nouvelles formes en s'accordant à cette rumeur lointaine, tandis qu'ils dansaient sur les rayons faiblement lumineux. Moi-même, je m'efforçai d'éveiller au plus profond de moi des instincts assoupis. Bien plus, c'était mon âme qui luttait et essayait de répondre à cet appel. J'étais hypnotisée. Les grains de poussière dansaient de plus en plus vite. Les rayons de la lune semblaient trembler près de moi, puis aller se perdre dans l'obscurité. Eux aussi, en se rassemblant, prenaient des formes de fantômes.
Puis tout à coup, je sursautai à nouveau, tout à fait éveillée et maître de moi, et je m'enfuis en criant. Des formes fantomatiques qui, peu à peu, se détachaient des rayons du clair de lune, je les reconnaissais. C'étaient ces femmes elles-mêmes auxquelles le sort désormais me liait. Je m'enfuis et, une fois dans ma chambre, je me sentis un peu rassurée. Ici, les rayons de la lune ne pénétraient pas, et la lampe éclairait jusqu'au moindre recoin de la pièce. Au bout de 2 heures environ, j'entendis dans la chambre du comte comme un vagissement aigu aussitôt étouffé. Puis plus rien, un silence profond, atroce, qui me glaça le cœur. Je me précipitai à la porte pour l'ouvrir, mais j'étais enfermée dans une prison et totalement impuissant. Je m'assis sur mon lit et me mis à pleurer. C'est alors que j'entendis un cri au dehors, dans la cour. Le cri douloureux que poussait une femme, la chevelure en désordre et les 2 mains sur son cœur, comme si elle n'en pouvait plus d'avoir couru. Elle était appuyée contre la grille. Quand elle me vit à la fenêtre, elle accourut en criant d'une voix chargée de menaces. « Monstre, rendez-moi mon enfant !» Puis, se jetant à genoux et levant les mains, elle répéta les mêmes mots sur un ton déchirant. Alors elle s'arracha les cheveux, se battit la poitrine, s'abandonna aux gestes les plus extravagants que lui inspirait sa douleur. Enfin, elle s'approcha de la façade, s'y jeta presque, et bien que je ne pusse plus voir, j'entendis ses poings tambouriner sur la porte d'entrée. Au-dessus de moi, venant sans doute du haut de la tour, j'entendis alors la voix du comte. Il appelait d'un murmure rauque qui avait quelque chose de métallique. Et au loin, le hurlement des loups semblait lui répondre. Quelques minutes plus tard à peine, une bande de ces loups envahissait la cour avec la force impétueuse des eaux quand elles rompurent un barrage. La femme ne poussa aucun cri, et les loups cessèrent presque aussitôt de hurler. Je ne tardai pas à les voir se retirer l'un à la suite de l'autre en se pourléchant les babines. Je n'arrivais pas à plaindre cette femme, car, comprenant maintenant le sort qui avait été réservé à son enfant, je me disais qu'il valait mieux qu'elle l'eût rejoint dans la mort. Que vais-je faire? Que pourrais-je faire? Comment échapper à cette longue nuit de terreur? 25 juin au matin. Pour qu'un homme comprenne à quel point le matin peut être doux à son cœur et à ses yeux, il faut que la nuit lui ait été cruelle. Quand les rayons du soleil ce matin ont frappé le sommet de la grille, juste devant ma fenêtre, j'ai eu l'impression que c'était la colombe de l'arche qui s'y posait. Mes craintes se sont alors dissipées comme si un vêtement vaporeux avait fondu à la chaleur. Je dois me décider à agir tant que la clarté du jour m'en donne le courage. Hier soir, une de mes lettres est partie, la première de cette série fatale qui doit effacer de la terre jusqu'aux traces de mon existence. Il vaut mieux ne pas trop y penser, mais agir. C'est toujours le soir ou pendant la nuit que j'ai senti peser sur moi des menaces, que, d'une ou l'autre façon, je me suis crue en danger. Et depuis mon arrivée ici, je n'ai pas encore vu le comte dans la journée. Est-ce qu'il dort quand les autres veillent? Est-ce qu'il veille quand les autres dorment? Ah, si je pouvais entrer dans sa chambre. Mais c'est impossible. Sa porte est toujours fermée à clé. Il n'y a aucun moyen. Si, il y a un moyen. Encore faut-il oser l'employer. Là où le comte lui-même passe, pourquoi un autre que lui ne passerait-il pas? Je l'ai vu sortir de sa fenêtre en rampant. Pourquoi n'entrerais-je pas, moi, par sa fenêtre? L'entreprise est sans doute désespérée, mais la situation où je me trouve est plus désespérée encore. Je vais m'y risquer. La chose la plus terrible qui puisse m'arriver, c'est de mourir. Or, la mort d'un homme n'est pas celle d'un animal, et la vie éternelle me sera peut-être donnée. Que Dieu m'assiste. Adieu, Mina, si je ne dois pas revenir. Adieu, mon ami fidèle qui est pour moi un second père. Adieu, vous tous, enfin. Et encore une fois, Mina, adieu. Le même jour, un peu plus tard, j'ai donc été là-bas et, Dieu m'aidant, je suis revenue sain et sauf dans ma chambre. J'expliquerai tout en détail.
Alors qu'un grand élan de courage m'y poussait, je me dirigeai vers cette fenêtre donnant sur le sud et, tout de suite, je me suis hissée sur l'étroit rebord de pierre qui, de ce côté, court tout le long du mur. Les pierres sont énormes, très grossièrement taillées, et le mortier dans les interstices, je l'ai dit, a le plus souvent disparu. Une fois mes souliers ôtés, je suis partie à l'aventure. L'espace d'un instant, j'ai baissé les yeux afin de m'assurer que je n'aurais pas le vertige s'il m'arrivait de plonger mes regards dans le vide. Mais par la suite, j'ai eu soin de regarder devant moi. Je savais parfaitement où se trouvait la fenêtre du comte, que j'atteignis aussi vite que je pus. À aucun moment je ne fus pris de vertige. Sans doute étais-je trop excitée pour y céder. Et, en un temps qui me parut très court, je me trouvai sur le rebord de la fenêtre à guillotine, essayant de la lever. Pourtant, j'étais fort agitée lorsque, me courbant et les pieds en avant, je me glissai dans la chambre. Des yeux, je cherchai le comte, mais je fis une heureuse découverte. Il n'était pas là. La chambre était à peine meublée. Il y avait seulement quelques meubles mal assortis qui semblaient n'avoir jamais servi. Ils étaient couverts de poussière, et certains étaient du même style que ceux des appartements de l'aile sud. Tout de suite, je songeai à la clé, mais je ne la vis pas dans la serrure, et je ne la trouvai nulle part. Mon attention fut attirée par un gros tas de pièces d'or dans un coin. Des pièces roumaines, anglaises, autrichiennes, hongroises, grecques, couvertes elles aussi de poussière comme si elles se trouvaient là depuis fort longtemps. Toutes étaient vieilles au moins de 300 ans. Je remarquai également des chaînes, des bibelots, certains même sertis de pierres précieuses, mais le tout très vieux et abîmé. Je me dirigeai alors vers une lourde porte que j'aperçus dans un coin, puisque je ne trouvai ni la clé de la chambre ni celle de la porte d'entrée, qui, il ne faut pas l'oublier, était le principal objet de mes recherches. Je devais poursuivre mon exploration. Sinon, toutes les démarches que je venais d'accomplir auraient été vaines. Cette porte était ouverte et donnait accès à un couloir au mur de pierre qui, lui-même, conduisait à un escalier en colimaçon fort abrupt. Je descendis en prenant beaucoup de précautions, car l'escalier n'était éclairé que par 2 meurtrières pratiquées dans l'épaisse maçonnerie. Arrivé à la dernière marche, je me trouvai dans un nouveau couloir obscur, un vrai tunnel où régnait une odeur âcre qui évoquait la mort, l'odeur de vieille terre que l'on vient de remuer. Tandis que j'avançais, l'odeur devenait plus lourde, presque insupportable. Enfin, je poussai une autre porte très épaisse qui s'ouvrit toute grande. J'étais dans une vieille chapelle en ruine où, cela ne faisait aucun doute, des corps avaient été enterrés. Le toit tombait par endroits et, de 2 des côtés de la chapelle, des marches conduisaient à des caveaux. Mais on voyait que le sol avait été récemment retourné et la terre mise dans de grandes caisses posées un peu partout. Celles, sans aucun doute, qu'avaient apportées les Slovaques. Il n'y avait personne. Aussi continuai-je mes recherches. Peut-être existait-il une sortie dans les environs. Non, aucune. Alors j'examinai les lieux plus minutieusement encore. Je descendis même dans les caveaux où parvenait une faible lumière, encore que mon âme elle-même y répugna. Dans les 2 premiers, je ne vis rien sinon des fragments de vieux cercueils et des monceaux de poussière. Dans le 3e pourtant, je fis une découverte. Là, dans une des grandes caisses posées sur un tas de terre fraîchement retournée, gisait le comte. Était-il mort ou bien dormait-il? Je n'aurais pu le dire car ses yeux étaient ouverts. On aurait dit pétrifiés, mais non vitreux comme dans la mort. Et les joues, malgré leur pâleur, gardaient la chaleur de la vie. Quant aux lèvres, elles étaient aussi rouges que d'habitude. Mais le corps restait sans mouvement, sans aucun signe de respiration, et le cœur semblait avoir cessé de battre. Je me penchai, espérant malgré tout percevoir quelques signes de vie. En vain. Il ne devait pas être étendu là depuis longtemps, l'odeur de la terre étant encore trop fraîche. Après quelques heures, on ne l'aurait plus senti. Le couvercle de la caisse était dressé contre celle-ci et percé de trous par-ci par-là.
Je me dis que le comte gardait peut-être les clés dans une de ses poches. Mais, comme je m'apprêtais à le fouiller, je vis dans ses yeux, bien qu'ils fussent éteints et inconscients de ma présence, une telle expression de haine que je m'enfuis aussitôt, regagner sa chambre, repasser par la fenêtre et remonter en rampant le long du mur. Une fois dans ma chambre, je me jetai tout essoufflé sur mon lit et j'essayai de rassembler mes idées. 29 juin. C'est d'aujourd'hui qu'est datée ma dernière lettre, et le comte a dû veiller à ce qu'il ne puisse exister aucun doute au sujet de la date car, une fois encore, je l'ai vu quitter le château en sortant par la même fenêtre et portant mes vêtements. Tandis qu'il descendait le mur à la manière d'un lézard, je n'avais qu'un désir, saisir un fusil ou toute autre arme meurtrière afin de le tuer. Encore que je me demande si une arme que seule une main humaine aurait fabriquée aurait eu sur lui le moindre effet. Je n'ai pas osé guetter son retour, car je craignais de voir encore les 3 parcs. Je revins dans la bibliothèque, pris un livre et bientôt, je tombai endormi. Je fus réveillé par le comte qui me dit menaçant « Demain, mon ami, nous nous ferons nos adieux. Vous repartirez pour votre belle Angleterre, et moi vers une occupation dont l'issue peut être telle que nous ne nous verrons plus jamais. Votre lettre au vôtre a été mise à la poste. Je ne serai pas ici demain, mais tout sera prêt pour votre départ. Les tziganes arriveront le matin, car ils ont un travail à poursuivre, de même que les Slovaques. Quand ils s'en seront allés, ma voiture viendra vous chercher, et elle vous conduira au col de Borgo où vous prendrez la diligence pour Bistritz. Mais malgré tout, j'espère que j'aurai encore le plaisir de vous recevoir au château de Dracula. Je résolus d'éprouver sa sincérité. Sa sincérité. On a l'impression de profaner ce mot quand on l'applique à un tel monstre. Je lui demandai donc de but en blanc « Pourquoi ne puis-je pas repartir ce soir ?»« Parce que, cher monsieur, mon cocher et mes chevaux sont en course. »« Mais je marcherai volontiers. À vrai dire, je voudrais partir tout de suite. » Il sourit, d'un sourire si doux, si diabolique en même temps, que je devinai sans difficulté que cette douceur cachait quelques sinistres projets. « Et vos bagages, dit-il. « Peu importe, répliquai-je. Je les ferai prendre plus tard. » Il se leva et reprit en s'inclinant si poliment que je fus sur le point de me frotter les yeux, tant ici il avait l'air sincère. « Vous, les Anglais, vous avez un dicton que j'aime beaucoup car il exprime fort bien ce qui règle notre conduite à nous, boyards. Bienvenue à l'hôte qui arrive. Bon voyage à l'hôte qui part. Venez avec moi, mon cher jeune ami. Vous ne resterez pas une heure de plus chez moi contre votre volonté. Quoique je sois navré de votre départ et d'apprendre que vous veuillez le précipiter ainsi. Venez. » Il prit la lampe et, avec une gravité majestueuse, il me précéda pour descendre l'escalier et se diriger ensuite vers la porte d'entrée. Mais dans le corridor, brusquement, il s'arrêta. « Écoutez, » fit-il. Des loups hurlaient, non loin du château. Il leva la main et on eût dit que les hurlements s'élevaient à ce geste, comme la musique d'un grand orchestre obéit à la baguette du chef. Après un moment, il reprit son chemin, toujours majestueux, et parvenu à la porte, il tira les gros verrous, enleva les lourdes chaînes, puis ouvrit lentement le battant. Je m'étonnai. La porte, donc, n'était pas fermée à clé. Soupçonneux, je regardai autour de moi, mais je ne vis la clé nulle part. Au fur et à mesure que le battant s'ouvrait, les cris des loups au dehors devenaient de plus en plus furieux. Et les bêtes,
la gueule ouverte laissant voir leurs gencives rouges et leurs dents grinçantes, apparurent dans l'embrasure de la porte. Je compris alors qu'il était vain de vouloir m'opposer à la volonté du comte. Qu'aurais-je pu contre lui, hors de tels alliés? Cependant la porte continuait à s'ouvrir lentement et le comte, seul, se tenait sur le seuil. Comme un éclair, une idée me traversa l'esprit. L'heure fatale avait peut-être sonné pour moi. J'allais être donnée en pâture au loup, et parce que je l'avais voulu. C'était là un de ces tours infernaux qui devaient plaire au comte. Finalement, décidée à tenter une dernière fois ma chance, je m'écriai « Fermez la porte, j'attendrai, je partirai demain matin. » Puis, des mains, je me couvris le visage afin de cacher et mes larmes et mon amer désappointement. D'un seul geste de son bras puissant, le comte referma le battant, puis le verrou, et ses claquements consécutifs résonnèrent dans tout le haut corridor. Sans dire un mot ni l'un ni l'autre, nous retournâmes dans la bibliothèque d'où, presque aussitôt, je regagnai ma chambre. Pour la dernière fois, je vis le comte Dracula m'envoyant un baiser de sa main. Ses yeux brillaient de triomphe, et ses traits rayonnaient d'un sourire dont Judas eût pu être fier. J'allais me mettre au lit lorsqu'il me sembla entendre que l'on chuchotait derrière ma porte. Je m'en approchai sur la pointe des pieds, et j'écoutai. Je crus reconnaître la voix du comte. « Non, non, » disait la voix. « Retournez d'où vous venez. Pour vous, ce n'est pas encore le moment. Attendez, un peu de patience. Cette nuit m'appartient. La prochaine sera à vous. » Des rires moqueurs et étouffés lui répondirent. Coup de rage, j'ouvris brusquement la porte, et je vis les 3 femmes qui se pourléchaient les babines. Quand, de leur côté, elles m'aperçurent, ensemble elles partirent à nouveau d'un rire sinistre et s'enfuirent. Rentrée dans ma chambre, je me jetai à genoux. Ma fin était-elle donc si proche? Demain? Demain. Oh Seigneur, secourez-moi et secourez tous les miens. 30 juin au matin. Peut-être sont-ce les dernières lignes que j'écris dans ce journal. Dès mon réveil, un peu avant l'aube, je me suis agenouillée, car si mon heure est venue, je veux que la mort me trouve prêt. Bientôt je sentis dans l'air ce subtil changement dont j'ai déjà parlé. Puis le matin fut là. Avec le premier chant du coq, j'ai senti que j'étais sauvée. C'est d'un cœur léger que j'ai ouvert ma porte et que je suis descendue. Je remarquai tout de suite que la porte d'entrée n'était pas fermée à clé, donc que je pourrais fuir. Les mains toutes tremblantes d'impatience, je détachai les chaînes et ouvris les verrous. Mais la porte refusait de s'ébranler. Mon découragement, mon désespoir furent extrêmes. Cependant je tirai sur la porte, espérant que, toute massive qu'elle fût, elle céderait, mais en vain. Je compris qu'elle avait été fermée à clé après que je quittai le comte. Alors, je me dis que, à tout prix, il me fallait trouver cette clé et que, pour me la procurer, j'allais de nouveau ramper le long du mur et entrer dans la chambre du comte. Sans doute me tuerait-il s'il me voyait chez lui. Mais de tous les maux qui pourraient m'arriver, la mort me semblait la moindre. Sans perdre un moment, je remontai jusqu'à la fenêtre qui me permettait de sortir de la maison et de descendre jusqu'à celle du comte. La chambre du comte était vide. Je ne trouvais de clé nulle part. Mais le tas de pièces d'or était toujours là. Par l'escalier et le couloir obscur que j'avais déjà pris la première fois, je retournai à la chapelle. Je ne savais que trop maintenant où trouver le monstre que je cherchais. La grande caisse se trouvait encore à la même place, contre le mur, mais cette fois, le couvercle était mis, non pas attaché. Seulement les clous étaient disposés en sorte qu'il suffisait de donner les nécessaires coups de marteau. Il me fallait, je le savais, fouiller le corps pour trouver la clé. Je soulevai donc le couvercle, l'appuyai contre le mur, et ce que je vis alors m'emplit d'horreur. Oui, le comte gisait là.
mais il paraissait à moitié rajeuni, car ses cheveux blancs, sa moustache blanche étaient maintenant d'un gris de fer. Les joues étaient plus pleines et une certaine rougeur apparaissait sous la pâleur de la peau. Quant aux lèvres, elles étaient plus vermeilles que jamais, car des gouttes de sang frais sortaient des coins de la bouche, coulaient sur le menton et sur le cou. Les yeux enfoncés et brillants disparaissaient dans le visage boursouflé. On eût dit que cette horrible créature était tout simplement gorgée de sang. Je frémis quand je dus me pencher pour toucher ce corps, tout en moi répugné à ce contact. Mais je devais trouver ce que je cherchais, où j'étais perdue. La nuit prochaine pouvait voir mon propre corps offert en festin à l'effroyable trio. Je cherchais dans toutes les poches, entre les vêtements, mais de clés, nulle part. M'interrompant, je regardai le comte encore plus attentivement. Sur ses traits gonflés errait comme un sourire moqueur qui me rendait fou. Et c'était cet être-là que j'avais aidé à s'installer près de Londres, où peut-être dorénavant, pendant des siècles, il allait satisfaire sa soif de sang et créer un cercle nouveau, un cercle de plus en plus élargi de créatures à demi démoniaques qui se gorgeraient du sang des faibles. Pensée qui, en m'affolant, devenait pour moi littéralement insupportable. Il me fallait débarrasser le monde d'un tel monstre. Je n'avais pas d'arme sous la main, mais je saisis une pelle dont les ouvriers s'étaient servis pour remplir les caisses et, la soulevant bien haut, je frappai avec le tranchant l'odieux visage. Mais à l'instant même, la tête tourna légèrement. Les yeux, brillants de tout leur éclat venimeux, rencontrèrent les miens. Je demeurai comme paralysée. La pelle tournoya dans mes mains et ne fit qu'effleurer le visage, mais entailla profondément le front. Puis la pelle m'échappa, tomba sur la caisse et, comme je voulais la retirer, elle accrocha le couvercle qui retomba, me cachant l'affreux spectacle. Le dernier détail que j'en vis fut le visage boursouflé couvert de sang, marqué de ce sourire méchant qui venait, eût-on dit, des profondeurs de l'enfer. Je réfléchissais à ce que j'allais faire, mais j'étais incapable de penser, et j'attendis, de plus en plus découragée. Je restai là, quand soudain j'entendis au loin un chant que chantaient plusieurs tziganes, et ce chant se rapprochait, et avec lui des bruits de roues et des claquements de fouet. Les tziganes et les Slovaques dont le comte m'avait parlé arrivaient. Après avoir jeté un dernier regard autour de moi, puis à la caisse qui contenait le corps odieux, je regagnai en courant la chambre du comte, bien décidé à m'enfuir au moment où s'ouvrait la porte d'entrée. J'écoutai attentivement. J'entendis, au rez-de-chaussée, grincer la clé dans l'énorme serrure et s'ouvrir le lourd battant. Ou bien il devait y avoir d'autres entrées dans le château, ou bien quelqu'un avait la clé d'une des portes. Puis, j'entendis croître et décroître le bruit de nombreux pas dans un des couloirs. Je me retournai, pour courir à nouveau vers le caveau où, qui sait, il y avait peut-être une issue que je n'avais pas vue. Mais à ce moment, un violent courant d'air referma la porte qui donnait accès à l'escalier en colimaçon et, du coup, toute la poussière s'envola. Quand je me précipitai pour ouvrir cette porte, je la trouvai fermée à clé. J'étais à nouveau prisonnier. Le filet du destin se resserrait de plus en plus autour de moi. Tandis que j'écris, j'entends dans le couloir en bas que l'on marche lourdement et qu'on laisse tomber. Oui, ce sont sans doute les caisses remplies de terre. Puis un bruit de marteau. On cloue le couvercle de la fameuse caisse. Maintenant, j'entends les pas dans le corridor, suivis d'autres pas qui me semblent plus légers. On referme la porte, on remet les chaînes, on tourne la clé dans la serrure, on la retire de la serrure, puis on ouvre et on referme une autre porte. J'entends tourner la clé et pousser le verrou. Écoutez, dans la cour et au-delà, dans le sentier rocailleux, passent et s'éloignent les charrettes. Je les entends qui roulent et j'entends les fouets qui claquent. Et le chant des tziganes s'éteint et meurt peu à peu à mes oreilles. Je suis seule dans le château, seule avec ces 3 femmes. Des femmes. Mina est une femme et, entre Mina et elle, il n'y a rien de commun.
Elles, ce sont des démons. Mais je ne resterai pas seule avec elles. Je tenterai de ramper le long des murs, plus loin que je ne l'ai jamais fait encore. Et j'emporterai des pièces d'or. Je pourrai en avoir besoin plus tard. Il faut absolument que je quitte le château. Alors, je repartirai vers les miens. Le premier train et le plus rapide m'emportera loin de ce lieu maudit, loin de cette terre maudite où le diable et ses créatures vivent comme s'ils étaient de ce monde. Heureusement, la miséricorde de Dieu est préférable à la mort sous la dent de ces monstres, et le précipice est haut, escarpé. Au bas, un homme peut s'endormir, comme un homme. Adieu vous tous, Mina. Chapitre 5. Lettre de Miss Mina Murray à Miss Lucy Westenra. Oh non, c'est plus Jonathan. Il va me manquer, Jonathan. J'espère qu'on le reverra. 9 mai. Ma très chère Lucie. Pardonne mon long silence, mais c'est bien simple. J'ai été littéralement accablée de travail. La vie d'une institutrice n'est pas toujours commode. J'ai hâte d'être avec toi, au bord de la mer, pour bavarder sans fin et bâtir nos châteaux en Espagne. Oui, j'ai beaucoup travaillé ces temps-ci parce que je veux pouvoir collaborer avec Jonathan. J'étudie assidûment la sténographie. De cette façon, quand nous serons mariés, je pourrai l'aider, prendre en sténo toutes ses notes et les dactylographier ensuite, car j'apprends également à écrire à la machine. J'y passe des heures entières. D'ailleurs, il nous arrive parfois à tous deux de sténographier nos lettres, et je sais qu'en voyage, il tient un journal sténographié lui aussi. Quand je serai chez toi, je ferai de même. Je commencerai un journal, y écrirai chaque fois que j'en aurai envie, et j'y mettrai tout ce qui me passera par la tête. Je ne pense pas qu'il intéressera beaucoup les autres. Ce n'est du reste pas à leur intention que je le tiendrai. Peut-être le montrerai-je un jour à Jonathan si un passage ou l'autre en vaut la peine. Mais ce sera pour moi avant tout comme un cahier d'exercice. Je voudrais faire ce que font les femmes journalistes, prendre des interviews, décrire ce que j'ai vu, essayer de me rappeler les conversations entendues et les rapporter fidèlement. On me dit que, avec un peu de pratique, on se souvient aisément de tout ce qui s'est passé, de tout ce qu'on a entendu au cours d'une journée. Enfin, nous verrons. Je me réjouis de te parler de mes petits projets. Je viens justement de recevoir un mot de Jonathan qui est toujours en Transylvanie. Il va bien, et il sera ici dans une semaine environ. Je voudrais déjà l'entendre me raconter tout son voyage. Cela doit être merveilleux de voir tant de pays. Je me demande si un jour nous voyagerons ensemble. Je veux dire Jonathan et moi. 10 heures sonnent. Au revoir. Affectueusement à toi, Mina. PS, quand tu m'écriras, dis-moi tout. Cela ne t'est plus arrivé depuis longtemps. Je crois avoir entendu parler d'un beau grand jeune homme aux cheveux bouclés. Lettre de Lucy Westenra à Mina Murray. Mercredi 17, Chatham Street. Ma très chère Mina, avoue que ton reproche n'est pas fondé. Je t'ai écrit 2 fois depuis que nous nous sommes quittés, et ta dernière lettre était seulement la 2e que tu m'envoyais. En outre, je n'ai rien de nouveau à te dire, rien vraiment qui puisse t'intéresser. Nous sortons beaucoup, soit pour aller visiter des expositions de tableaux, soit pour faire dans le parc des promenades à pied ou à cheval. En ce qui concerne le grand jeune homme aux cheveux bouclés, je suppose que tu fais allusion à celui qui m'accompagnait au dernier concert. Des bruits ont évidemment couru. C'était Monsieur Holmwood. Il vient souvent en visite chez nous et maman et lui s'entendent très bien. Ils s'intéressent aux mêmes choses. J'y pense. Nous avons récemment rencontré quelqu'un qui serait, comme on dit, fait pour toi, si tu n'étais pas déjà fiancée à Jonathan. C'est un excellent parti. Un jeune homme beau, élégant, riche et de très bonne naissance. Il est médecin et très intelligent. Figure-toi qu'il n'a que 29 ans et qu'il dirige un hospice d'aliénés très important. Monsieur Holmwood me l'a présenté, et lui aussi maintenant a pris l'habitude de nous faire visite. Je crois que c'est l'homme le plus ferme, le plus résolu que je connaisse, mais en même temps le plus calme.
il semble être d'un caractère imperturbable. J'imagine le pouvoir étonnant qu'il doit exercer sur ces malades. Il vous regarde toujours dans les yeux comme s'il voulait lire vos pensées. Il agit souvent de la sorte à mon égard, mais je me flatte de pouvoir dire qu'il n'a pas encore atteint son but. Il me suffit de me regarder dans mon miroir. As-tu jamais essayé de lire sur ton propre visage? Moi, je l'ai fait, et je t'assure que ce n'est pas perdre son temps. Mais c'est bien plus difficile qu'on ne le croit avant d'avoir essayé. Ce médecin prétend que je suis pour lui un cas psychologique assez curieux et, en toute humilité, je pense qu'il a raison. Mais la psychologie, tu le sais, je ne m'intéresse pas assez à la mode pour pouvoir décrire ce qui se porte. La mode est une scie. C'est là une façon de parler, de l'argot, peu importe, comme dit Arthur. Voilà toutes les nouvelles. Mina, depuis l'enfance, nous nous sommes toujours dit l'une à l'autre tous nos secrets. Nous avons dormi ensemble, pris nos repas ensemble, ri et pleuré ensemble. Et maintenant que j'ai bavardé avec toi, je voudrais bavarder encore. Ah, Mina, n'as-tu pas deviné? Je l'aime. Je rougis en écrivant ces mots, car si j'ai des raisons de croire que lui m'aime aussi, il ne me l'a pas encore dit. Mina, je l'aime, voilà. Écrire ce mot me fait du bien. Que ne suis-je avec toi, ma chérie, assise près du feu, en déshabillé, comme nous en avions l'habitude. Nous parlerions, et j'essaierai de t'expliquer tout ce que j'éprouve. Je ne sais pas comment j'ose faire de telles confidences, même à toi. J'ai peur de m'arrêter d'écrire, car alors je déchirerai peut-être ces lettres et d'autre part, je ne veux pas m'arrêter d'écrire, car je désire tant tout te raconter. Réponds-moi immédiatement. Dis-moi franchement tout ce que tu penses. Mina, il faut bien que je m'arrête. Bonsoir. Prie pour moi, Mina, et prie pour mon bonheur. Lucie. PS. Inutile de te dire, n'est-ce pas, que ceci est un secret. Bonsoir encore. Elle. Est-ce que on va repartir pour faire des voix différentes à tout le monde? Malheureusement, oui. Désolée. Lettre de Lucie Westenra à Mina Murray, 24 mai. Ma très chère Mina, merci. Merci et encore merci pour ta gentille lettre. Je suis si heureuse de me confier à toi et de savoir que tu me comprends. Ma chérie, un bonheur ne vient jamais seul. Comme les vieux proverbes disent vrai. J'aurai 20 ans en septembre et, jusqu'à ce jour, personne ne m'avait jamais demandé en mariage. Du moins jamais sérieusement. Et voici qu'aujourd'hui j'ai reçu 3 propositions de mariage. Oui, 3 propositions en une seule journée. N'est-ce pas terrible? Je suis si triste, si sincèrement triste pour 2 pauvres garçons. Ah, Mina, mon bonheur est tel que je ne sais que faire. 3 demandes en mariage. Ne le raconte surtout pas à nos amis. Elles pourraient se mettre en tête toutes sortes d'idées extravagantes, se croire offensées, dédaignées, si durant la première journée de vacances qu'elle passe chez elle, elle n'en recevait pas moins de 6. Il y a des jeunes filles si légères, si vaines, tandis que nous, ma chère Mina, qui sommes fiancées et sur le point de nous établir sagement dans le mariage, nous méprisons pareille vanité. Mais il faut que je te parle de tous les 3. Tu me promets, n'est-ce pas, de garder le secret? Jonathan, lui, évidemment, tu peux le mettre au courant. Lui seul. Car s'il s'agissait de toi, moi j'en parlerai certainement à Arthur. Une femme doit tout dire à son mari, n'est-ce pas, cher? Et mon premier désir est de ne pas avoir de secret pour le mien. Un homme, et ils sont tous pareils, aime que les femmes, et surtout la sienne, soient sincères. Mais les femmes, je le crains, ne sont pas toujours aussi franches qu'elles devraient l'être. Oh non, elle est misogyne, là. Eh bien, ma chère, voilà. Le numéro 1 est arrivé vers midi, au moment où nous allions nous mettre à table pour déjeuner. Je t'ai déjà parlé de lui. C'est le docteur John Seward, le directeur de l'hospice d'aliénés. Un homme à la forte mâchoire et au front très haut. D'apparence, il était parfaitement calme, mais je le devinais plutôt nerveux.
Il s'était évidemment tracé une ligne de conduite dont il voulait ne rien oublier. Néanmoins, il faillit presque s'asseoir sur son chapeau haute forme, ce que les hommes, en général, ne font pas quand ils sont de sang-froid. Puis, afin de paraître à son aise, il s'est mis à jouer avec un bistouri. Je ne sais pas comment je n'ai pas crié d'effroi en voyant cela. Mais Mina, il m'a parlé sans détour. Il m'a dit combien il tenait à moi, bien qu'il ne me connaisse que depuis si peu de temps, et que sa vie lui semblerait merveilleuse si j'étais à ses côtés pour l'aider, l'encourager, le réconforter. Il désirait me faire comprendre quelle serait l'étendue de son malheur si je le repoussais. Mais, quand il vit mes larmes, il s'écria qu'il était une brute, qu'il ne voulait pas ajouter à mon chagrin. Il me demanda seulement si, le temps aidant, je pourrais l'aimer. Je secouai la tête, ses mains se mirent à trembler et, non sans quelque hésitation, il chercha à savoir si j'aimais déjà ailleurs. Mais il s'exprima très poliment, disant que pour rien au monde il ne voudrait m'arracher une confidence. Il demandait simplement si mon cœur était libre parce que, dit-il, quand le cœur d'une femme est libre, l'homme qui l'aime peut garder quelque espoir. Alors, Mina, j'ai senti qu'il était de mon devoir de lui avouer que, en effet, j'aimais quelqu'un. Aussitôt il s'est levé, l'air très grave et toujours aussi calme tandis qu'il me prenait les deux mains en me souhaitant beaucoup de bonheur. Il ajouta que si j'avais jamais besoin d'un ami très dévoué, je pourrais compter sur lui. Ah, ma chère Mina, en t'écrivant, je ne puis pas encore m'empêcher de pleurer. Tu pardonneras, n'est-ce pas, les traces de mes larmes sur cette lettre. Être demandée en mariage, c'est charmant et tout, mais je t'assure, on n'est pas tout à fait heureuse quand on a vu un pauvre garçon qui vous aime sincèrement s'en aller le cœur brisé, quand on sait parfaitement que, quoi qu'il puisse dire au moment même, on disparaîtra complètement de sa vie. Ma chérie, je m'arrête. Je suis incapable d'en écrire davantage. Je suis très triste, et pourtant si heureuse. Le soir, Arthur vient de partir, et je me sens beaucoup mieux qu'au moment où j'ai interrompu cette lettre. Je vais donc continuer à te raconter ma journée. Le numéro 2 est arrivé après le déjeuner. C'est un garçon absolument charmant, un Américain du Texas. Et il paraît si jeune que l'on se demande s'il est possible qu'il ait déjà vu tant de pays et tant de choses. Je comprends la pauvre Desdémone et ce qu'elle a dû éprouver quand elle entendait tant de longues histoires séduisantes, même racontées par un noir. Nous, les femmes, nous avons sans doute tellement peur de tout que nous pensons tout de suite qu'un homme nous rassurera, nous protégera. Et nous l'épousons. Oh, les misogynes et racistes, oh, c'est grave là. Hein. Si j'étais un homme, je sais parfaitement ce que je ferais pour gagner le cœur d'une jeune fille. Mais non. Au fond, je ne le sais pas, car si Monsieur Maurice, c'est l'Américain, nous raconte toutes ses aventures, Arthur ne raconte jamais rien. Et pourtant... Mais ma chérie, je vais trop vite. Monsieur Quincy P. Morris m'a trouvée seule. Quand un homme rencontre une fille, elle est toujours seule, comme par hasard. Non, ce n'est pas tout à fait vrai car Arthur, à 2 reprises, s'est arrangé pour me trouver seule et je l'ai aidé. Le hasard n'y était pour rien. Je ne rougis pas de l'avouer maintenant. Je dois te dire pour commencer que Monsieur Maurice ne parle pas toujours argot. De fait, il ne le fait jamais devant les étrangers, car il est fort bien élevé et ses manières sont des plus distinguées. Mais il s'est aperçu que je trouverais amusant de l'entendre parler l'argot américain. Et, quand personne n'est là qui puisse en être choqué, il dit des choses si drôles. Je me demande même, ma chérie, s'il n'invente pas toutes ces tournures, car elles signifient toujours exactement ce qu'il veut dire. Mais il faut avoir l'habitude de parler argot. Je ne sais pas si je m'y mettrai jamais, d'ailleurs. J'ignore si cela plairait à Arthur. Je ne lui ai jamais encore entendu employer un seul mot d'argot. Bon, Monsieur Maurice s'assit donc à côté de moi, l'air heureux et joyeux, encore que très nerveux. Je m'en aperçus tout de suite. Il me prit la main, et la serrant longuement, il me dit sur un ton très doux
Miss Lucy, je ne suis même pas digne, je le sais, de nouer les lacets de vos jolis souliers. Mais je pense que si vous attendez de trouver un homme qui le soit, vous attendrez encore longtemps. Ne voulez-vous pas que nous fassions route ensemble? Oui, que nous descendions ensemble cette longue, longue route côte à côte sous le harnais. Il paraissait d'humeur si gaie vraiment que j'eus l'impression que si je refusais son offre, il en serait beaucoup moins affecté que le pauvre docteur Seward. Aussi répondais-je, à mon tour sur un ton enjoué, que je ne connaissais rien en fait d'attelage et que je n'avais pas encore envie de me laisser mettre le harnais. Il s'excusa d'avoir parlé peut-être trop légèrement, et il me pria de lui pardonner une telle erreur en une occasion qui, pour lui, était particulièrement grave et importante. En prononçant ces mots, il avait l'air si navré et en même temps si sérieux qu'il me fut impossible de ne pas éprouver et ne pas arborer la même gravité. « Oh, Mina, tu vas me traiter d'horrible coquette. » Encore que je ne pusse m'empêcher d'exulter à part moi en pensant qu'il était le deuxième, aujourd'hui, à me demander ma main. Alors, ma chérie, avant même que je n'aie eu le temps de répondre, il se mit à déverser, oui, à déverser un torrent de paroles tendres et amoureuses, déposant à mes pieds son cœur et son âme. Encore une fois, il disait tout cela avec tant de sérieux que jamais plus dorénavant je ne penserai d'un homme qu'il est fatalement toujours d'humeur gaie et plein d'entrain, et jamais sérieux, uniquement parce qu'il lui arrive de se montrer parfois joyeux et de parler sur un mode plaisant. Sans doute lut-il sur mon visage quelque chose qui l'inquiéta, car il s'interrompit tout à coup et me dit avec une sorte de ferveur fort courageuse qui me l'aurait fait aimer si j'avais été libre: « Lucie, vous êtes une jeune fille sincère, parfaitement honnête avec vous-même. Je ne serais pas ici à vous parler si je ne le savais pas, si je ne connaissais pas non plus votre franchise. Avouez-moi donc, comme si nous étions deux amis l'un en face de l'autre, si vous aimez déjà quelqu'un. Dans ce cas, je ne vous importunerai jamais plus, mais je serai pour vous, si vous le voulez bien, un ami très fidèle. » Ma chère Mina, pourquoi les hommes ont-ils une telle grandeur d'âme alors que nous, les femmes, sommes si indignes d'eux? Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit des... Oh là là, elle dit des dingueries quand même. Je me rendis compte soudain. Depuis près d'une demi-heure, je ne faisais que plaisanter, et cet homme à qui je m'adressais sur ce ton était la distinction, la délicatesse même. Je fondis en larmes, car vraiment j'étais très triste, très malheureuse. Pourquoi une jeune fille ne peut-elle pas épouser 3 hommes, et plus même si elle en a l'occasion? Ne crois-tu pas que cela épargnerait bien des ennuis? Mais je le sais, ce ne sont pas là des propos à tenir. Seulement je peux dire que, malgré mes larmes, j'ai eu le courage de regarder monsieur Maurice dans les yeux et lui répondre avec cette franchise dont lui-même venait de parler. Oui, j'aime quelqu'un, bien qu'il ne m'ait pas encore dit lui qu'il m'aimait. Je compris tout de suite que j'avais eu raison de lui parler ouvertement, car son visage s'illumina. Il tendit les 2 mains, prit les miennes. Je crois même que c'est moi qui mis mes mains dans les siennes, et me dit sur un ton le plus cordial: « Voilà une petite fille sincère et loyale. Il vaut beaucoup mieux arriver trop tard pour gagner votre cœur qu'arriver à temps pour gagner celui de n'importe quelle autre jeune fille de la terre. Ne pleurez pas, ma chère Lucie. Si c'est pour moi, n'ayez crainte. Je suis habituée aux coups et saurai supporter celui-ci. Mais si cet autre garçon ne connaît pas encore son bonheur, eh bien, il devra prouver bientôt qu'il s'en rend compte et l'apprécie, ou bien il aura affaire à moi. Ma petite fille, votre honnêteté, votre courage, votre sincérité vous ont acquis un véritable ami, ce qui est plus rare qu'un amoureux, plus désintéressé en tout cas. Ma chère Lucie, je vais devoir parcourir un chemin bien solitaire avant de quitter ce monde pour le royaume éternel. Ne me donnerez-vous pas un baiser, un seul? Ce sera pour moi un souvenir qui éclairera ma nuit de temps à autre. Dites-vous bien que vous pouvez me le donner si cela vous plaît, puisque cet autre jeune homme, ce doit être un très bon garçon, Lucie, et très attachant, très fin,
sinon vous ne l'aimeriez pas, ne s'est pas encore déclaré. » Ces derniers mots, Mina, m'attendrirent réellement. N'était-ce pas admirable de parler ainsi d'un rival alors que, d'autre part, il avait tant de chagrin? Je me penchai vers lui et lui donnai un baiser. Il se leva, mes deux mains encore dans les siennes, et tandis qu'il promenait longuement les yeux sur mon visage, je sentais que je rougissais beaucoup. Il reprit: « Ma petite fille, je tiens vos mains dans les miennes, et vous m'avez donné un baiser. Si cela ne scelle pas notre amitié, rien ne le fera. Merci d'avoir été bonne et si sincère envers moi, et au revoir. » Il laissa retomber mes mains, prit son chapeau et se dirigea d'un pas rapide vers la porte sans jeter un regard en arrière, sans verser une larme, sans hésiter, sans s'arrêter. Et moi, je suis ici à pleurer comme un bébé. Ah, pourquoi un homme comme celui-là doit-il être si malheureux quand il y a au monde tant de jeunes filles qui baiseraient le sol sur lequel il marche? Moi-même, je le ferais si j'étais libre. Seulement voilà, je ne désire pas être libre. Ma chérie, tout cela me trouble beaucoup et maintenant, je me sens incapable de te décrire mon bonheur, alors que je t'en ai déjà parlé. Et je ne veux rien te dire du numéro 3 avant que mon bonheur ne soit entier. Ton amie pour toujours, Lucie. PS. Oh, le numéro 3. Mais ai-je besoin de t'en parler du numéro 3? Tout est d'ailleurs si confus pour moi. Il me semble que quelques minutes à peine se sont écoulées entre le moment où il est entré au salon et celui où il m'a serrée dans ses bras et couverte de baisers. Je suis tellement heureuse, et je ne sais pas ce que j'ai fait pour mériter ce bonheur. J'essaierai seulement désormais de prouver à Dieu que je lui suis reconnaissante de m'avoir envoyé, dans sa bonté infinie, un amoureux, un mari et un ami. Au revoir. Journal du docteur Seward. Enregistré sur phonographe. 25 mai. Assez déprimée aujourd'hui. Pas d'appétit. Impossible même de me reposer. Alors, j'en reviens à mon journal. Depuis que ma demande en mariage a été repoussée hier, j'ai l'impression de vivre dans le vide. Plus rien ne me semble assez important pour mériter que l'on s'en occupe. Comme je sais que le seul remède à cet état est le travail, j'ai rassemblé tout ce qui me restait de force et je suis allée voir mes malades. J'en ai examiné un dont le cas me paraît particulièrement intéressant. Son comportement est si bizarre que je suis maintenant bien décidée à faire tous les efforts nécessaires pour essayer de comprendre ce qui se passe en lui. Il me semble enfin que je commence à pénétrer son mystère. Je lui ai posé plus de questions que d'habitude afin de mieux voir à quel genre d'hallucination il est en proie. Il y avait une certaine cruauté, je me rends compte maintenant, à agir ainsi. C'était un peu comme si j'avais voulu le pousser à ne parler que de sa folie, chose que j'évite toujours avec mes malades, exactement comme j'éviterai la gueule de l'enfer. Nota bene. En quelles circonstances pourrais-je ne pas éviter la gueule de l'enfer? Omnia Romae Venalia Sunta. L'enfer a son prix lui aussi. Verbe sap... Comprends pas là. S'il existe quelque chose de réel derrière ce comportement instinctif, cela vaut la peine de rechercher exactement ce qu'il en est. Autant commencer dès maintenant. R. M. Renfield Aitas 59. Tempérament sanguin, grande force physique, excitation, période d'abattement, conduisant à des idées fixes que je ne m'explique pas encore. J'ai l'impression qu'un tempérament sanguin, s'il vient à se déséquilibrer, peut en arriver à obnubiler complètement la raison. Et ces hommes peuvent devenir dangereux dans la mesure où ils sont dépourvus d'égoïsme. Chez les égoïstes, l'instinct de conservation est un bouclier qui protège aussi bien leurs ennemis que leur propre personne. Je crois que, lorsque le moi reste ferme et solide, la force centripète est en déséquilibre avec la force centrifuge. Quand le devoir, une cause, etc., constitue le point fixe, la centrifuge l'emporte,
Et seul un hasard ou une série de hasards peuvent rétablir l'équilibre. Lettre de Quincy P. Morris à l'honorable Arthur Holmwood. 25 mai. Mon cher Art, nous nous sommes raconté des histoires à n'en plus finir, assis dans la prairie, près du feu de camp, et réciproquement, nous avons pensé nos blessures après avoir essayé d'aborder aux îles Marquises. Puis nous avons bu à la santé de l'un et de l'autre au bord du lac Titicaca. J'aurai encore d'autres histoires à raconter, d'autres blessures à guérir, et une autre santé à porter. Voulez-vous que ce soit demain soir, près de mon feu de camp? Je n'ai aucun scrupule à vous le demander, puisque je sais qu'une certaine dame est invitée à un certain grand dîner, et donc que vous êtes libre. Nous ne serons que 3. Le 3e étant notre vieux Jack Seward. Lui et moi désirons mélanger nos larmes à notre vin et, de tout cœur, boire à la santé de l'homme le plus heureux du monde, qui a su gagner le cœur le plus noble de la création, et le plus digne d'être gagné. Nous vous promettons un accueil chaleureux, une réception plus que fraternelle et des vœux aussi sincères sincères envers vous-même votre main droite. Nous jurons tous les 2 de vous renvoyer chez vous si vous buvez vraiment trop à la santé d'une certaine Père-Dieu. Nous vous attendons. Vôtre, comme par le passé et pour toujours, Quincy P. Morris. Télégramme d'Arthur Holmwood à Quincy P. Morris. Comptez sur moi, j'apporte des messages qui tinteront longtemps à vos oreilles à tous 2. Art. Super. Eh ben, 19%. Allez, j'y crois. 19% et maintenant il faut faire plein de voix différentes, c'est vraiment bien. Putain, j'espère qu'on va revoir Jonathan.